Hey, avant de continuer, si vous êtes nouveau, sachez qu'on fait des vidéos sur les statistiques et la programmation. Si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça aide la chaîne à grandir et ça nous encourage beaucoup. On reprend la vidéo. Shalom tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, pour cette vidéo-là, on va faire une tier list. Donc, une tier list spécifique, c'est sur les langages de programmation. Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est une tier list, c'est tout simplement une liste dans laquelle en fait on va pouvoir échelonner par niveau d'intérêt, pour dire simplement qui est le meilleur dans un ensemble de langages. C'est pour ça donc que vous voyez ceci. Alors ici, nous nous intéressons surtout au langage de programmation. Donc ici nous avons le site Tier Maker qui permet en fait de pouvoir créer nos tier lists. Donc celle-ci c'est celle que je viens de créer. Donc faut juste savoir que l'année dernière j'en avais fait aussi une. Je me suis dit que en refaisant une cette année, en fait il n'y aurait pas trop d'intérêt parce que les choses ne changeraient pas beaucoup, mais en fait si, quand même pas mal de choses ont changé. Il y a de nouveaux langages que j'ai découverts, il y a certains langages que j'ai aussi pu redécouvrir ou finalement connaître pour de bon, parce que certains je ne connais seulement que la rumeur ou seulement que ceux qui sont capables de faire sur le papier. Donc j'ai eu l'occasion de pouvoir travailler avec certains d'entre eux, donc vous pourrez le voir dans les vidéos de l'ignorant. Et donc voilà, c'est ce que j'ai pu voir ici. De même, vous pouvez voir ici, j'ai pu mettre un nouveau thème ici. Donc c'est un thème que j'avais pris il y a une semaine ou deux, je crois. Parce que voilà, nous sommes un petit peu en hiver, il fait froid, etc. Mais je voulais quelque chose un peu plus naturel, un peu plus chaud, un peu plus apaisant. C'est habituellement pas ce que j'ai comme type de fond ou type de thème. Mais ça fait du bien de changer de temps en temps. Ça fait du bien. Alors, sans plus tarder, commençons. Petit disclaimer. Donc pour mon cas, en fait, je vais faire une classification un peu particulière parce que habituellement, il y a des gens qui font une classification selon la facilité du langage, selon sa popularité, selon en fait si on va trouver facilement du travail avec. Pour moi, j'étudie les langages comme des technologies. Donc dans mon cursus, j'ai plutôt vu ça comme une forme de formation, donc on m'a formé à pouvoir plutôt voir les langages de programmation comme des objets mathématiques. Donc pour moi, je regarderais plutôt par rapport à leur valeur au niveau de leur harmonie, de fonctionnalités qu'ils ont, de leur modernité, etc. Donc c'est un peu les choses que je vais regarder, surtout parce que moi je suis plutôt orienté dans des langages qui permettent vraiment un minimum d'erreurs, mais qui permettent aussi de la performance. Donc voilà, c'est vraiment ces fonctionnalités que je trouve un peu plus intrinsèques au langage qui m'intéressent. Donc pour ça, on va regarder quelques éléments dedans. Donc on va commencer par... Alors le langage V, c'est justement un des langages que je viens de découvrir cette année. J'ai pas encore essayé actuellement. J'ai pas encore essayé le langage V. C'est simplement parce que j'ai entendu des bonnes choses dessus lorsque je regarde la syntaxe. Donc on peut taper VLang. Et ça ressemble un petit peu à du Rust, et donc j'aimerais justement voir en fait ce qu'il est capable de faire, parce qu'il semble mettre en avant la safety, il semble mettre en avant le fait qu'il soit rapide, donc ça pourrait être quelque chose d'intéressant, parce que bon, je vois pas en fait ici un système de borrow checker comparé à Rust, donc ça peut être comme par exemple une sorte d'équivalent. Excusez-moi, là je suis en train peut-être de parler d'halluciner, mais peut-être ça peut être un équivalent qui utilise plutôt un GC et qui serait peut-être plus facile à prendre en main. Étant donné qu'il est nouveau, je suis sûr qu'il va apporter des trucs nouveaux sur la table. Donc pour l'instant, je ne peux rien dire dessus. Je ne peux seulement que le mettre au milieu, ni bon, ni mauvais. Parce que voilà, c'est un langage qui vient d'arriver, que je ne connais pas encore, mais pour lequel je veux aussi faire un peu de publicité pour les personnes qui auraient envie de découvrir. Il y a encore plein d'autres langages qui existent. Donc ici, ce que j'ai découvert ou ce que j'ai mis ici, ce n'est pas tout ce que j'ai découvert et ce n'est pas tout ce qui existe encore. Donc il y a des choses qui se construisent et peut-être que le langage V sera peut-être connu ou assez populaire que dans 5 ou 10 ans, bien qu'il soit déjà complet ou utilisable maintenant, parce que voilà, vous savez, c'est comme ça que ça se passe en entreprise ou dans le marché. Donc il y a pas mal déjà de langages qui ont fait leur nom, donc on les verra tout à l'heure, c'est notamment comme par exemple JavaScript ou Python, et donc qui vont
prendre quand même pas mal de temps à être détrôné. Pour moi, en fait, j'attends justement que les nouveaux langages puissent vraiment prendre la main parce qu'ils apportent vraiment quelque chose de nouveau. Fini avec mes idéologies politiques, on va continuer avec la suite. Après, nous avons aussi JavaScript. Donc ça, c'est l'un des langages les plus populaires. Donc je le mets dans la catégorie C. Donc pas mal de personnes vont m'en vouloir pour ça. C'est vrai qu'il est populaire, qu'il est bien et tout, mais le souci qu'il présente, c'est que oui, son système de type en fait n'est pas vraiment propre. Donc bon, bien évidemment, il y a du typage dynamique. Tous les langages ont un système de type. C'est juste que s'il est implicite ou explicite, mais donc voilà, JavaScript peut nous faire des trucs bizarres. Il se peut que ça crache, mais que ça nous dise pas grand chose dessus. C'est juste que ce qui peut faire que JavaScript, je le pose pas tout en bas, c'est juste le fait qu'il a quand même permis qu'on puisse construire plein de choses avec. Il y a des choses qui manquent et qui pourraient finalement apporter beaucoup plus. Mais ce qui est plus cool que JavaScript, donc ça c'est selon mon avis, hein. Vraiment c'est chacun son choix, mais c'est TypeScript qui est finalement un superset de JavaScript et qui va ajouter la notion de type. Pour les personnes qui me connaissent, ben moi j'aime beaucoup les types parce que c'est vraiment un outil de travail parfait. Bon, je dirais pas forcément parfait parce que ça dépend de l'implémentation. Comme par exemple dans TypeScript, le fait qu'ils aient ajouté des types, c'est déjà super. Mais le type system n'est pas vraiment safe. Donc, du coup, il y a des choses qui peuvent arriver donc, en termes généraux, mais en tout cas, c'est déjà 100 fois mieux que ce qu'on peut faire avec JavaScript si on veut construire un programme solide. Donc c'est pour ça que TypeScript, je le mets en avant. Je ne le mets pas dans S parce que comme je vous ai dit, au niveau de son design, il n'est pas forcément parfait. J'ai pu voir aussi cette année, comme par exemple, qu'il y a aussi quelques projets qui semblent laisser tomber TypeScript parce que JavaScript a ajouté la notion de JSDoc qui permet aussi d'avoir une documentation et une meilleure compréhension du code et de nos projets, donc ce qui fait qu'en fait on a quand même quelque chose qui nous permet de pouvoir voir ce qui se passe au niveau des fonctions, des méthodes et des choses que l'on crée. Vous avez déjà entendu parler de CoffeeScript qui était aussi justement une idée derrière JavaScript. Malheureusement, CoffeeScript a perdu en popularité parce que CoffeeScript offrait vraiment quelque chose de propre, quelque chose d'un peu plus fonctionnel et en fait certaines de ces notions ont été reprises par JavaScript progressivement. Donc ce qui fait que CoffeeScript est devenu progressivement moins intéressant. Donc vous verrez qu'il y a beaucoup de langages qui compilent ou transpilent directement en JavaScript. Donc c'est le cas comme par exemple de TypeScript. Donc c'est juste qu'il offre quelque chose de supplémentaire à ce niveau. Voilà, c'est pour les deux, JavaScript et TypeScript. Ensuite, Swift. Donc Swift aussi, c'est un langage assez intéressant en tant que tel, parce qu'il fait aussi partie des langages modernes, des fonctionnalités modernes. J'ai pas eu l'occasion de le tester beaucoup, mais oui, c'est un super langage et j'apprécie pas mal. Le souci, c'est que en termes pratiques de développement, on peut pas vraiment travailler dessus si on n'a pas de Mac ou si on ne travaille pas justement pour iOS ou macOS. Je pourrais le mettre en C, mais étant donné ses fonctionnalités, étant donné qu'il peut être utilisé même sans avoir forcément de Mac, mais ça veut dire qu'après on pourra pas construire. Donc c'est pour ça que je vais plutôt le mettre ici en B. Après ici, nous avons Scala, qui fait aussi partie des langages que j'apprécie beaucoup, et je crois que j'avais fait une vidéo de l'ignorant dessus, si je me trompe pas. Quelques éléments qui pourraient faire en sorte à ce que je l'apprécie moins, c'est peut-être qu'il paraît un petit peu plus verbeux qu'un autre que j'ai présenté, Kotlin. Après ici, nous avons le langage R, qui fait aussi partie des quelques découvertes que j'avais appréciées. Donc, je pense que vous connaissez peut-être la notion de DSL ou Domain Specific Language. Il veut simplement dire des langages qui sont un peu plus concentrés sur un domaine. Et je pense qu'on peut s'orienter progressivement vers ça. Donc, parce qu'il y a d'un côté les langages de programmation qui peuvent être à usage général et des langages de programmation qui sont plutôt spécifiques à un domaine et spécifiques à une classe de problèmes. Et je pense que la plupart des langages commencent à vraiment se synthétiser là-dessus, c'est-à-dire que les langages de programmation restent quand même généraux, mais finissent par quand même se spécifier un peu plus dans un domaine. Et je pense que c'est comme ça que souvent on peut marquer notre position, donc de nouveaux langages peuvent marquer leur position. Donc je pourrais parler un peu plus dans ce sens-là pour une autre fois. Donc ici on va plutôt continuer avec ça. Donc ici nous avons Prolog. Donc Prolog aussi, justement j'en parlais, c'est des Domain Specific Language. Prolog, on ne peut pas dire qu'il est forcément spécifique à un domaine. Je dirais plutôt que Prolog, son avantage qu'il a par rapport à pas mal d'autres langages, c'est qu'il est vraiment logique. Parce que Prolog veut dire simplement programmation logique.
Donc en fait, ce que vous avez à faire, c'est juste de définir des faits, définir des règles. Donc c'est souvent, on peut les représenter comme des sortes de fonctions. Bon, bien que ce ne soit pas totalement juste. Et donc à partir de là, en fait, le programme peut finalement inférer des choses par lui-même. Donc vous pourriez essayer Prolog, il est assez cool. Mais après, bien évidemment, pour les choses qu'on peut faire concrètement avec, il y a encore, je pense, du travail qui peut être fait à ce niveau. Mais sinon, oui, Prolog, franchement, je l'ai trouvé assez bien. Donc c'est pour ça que je le mettrai ici dans la catégorie B. Donc je dirais pas que c'est quelque chose de forcément extraordinaire, mais c'est quelque chose qui change quand même la donne. Après, nous avons PowerShell. Donc pour les personnes qui me connaissent, c'est vrai que moi je suis plus trop sur Windows. PowerShell, heureusement, avec son .NET 6 ou 7, je sais plus. Maintenant, on peut avoir aussi PowerShell sur Linux ou sur Mac. Donc c'est cross-platform. Le souci avec PowerShell, c'est que je l'ai pas vraiment apprécié au niveau de sa syntaxe. Ce qui fait qu'en fait, je ne pourrais pas vraiment travailler avec. Et je dois avouer, ça fait partie des premiers que je mets ici dans la catégorie D. Donc j'ai découvert mieux, on va dire. PowerShell n'est plus quelque chose que je considérais prendre. Et donc nous avons Elixir. J'ai pu tester ce langage, je l'ai trouvé assez intéressant avec ses promesses et tout ce qu'il propose. Mais c'est vrai, je dois avouer que je n'en ai pas été très fan parce que c'est vrai qu'il est très orienté fonctionnel, mais avec quelques restrictions que j'ai pas trouvé super. Bon, je pense que c'est surtout au niveau de son système de type que j'ai trouvé un peu bizarrement fait. J'ai vu qu'il y avait quand même des super idées à l'intérieur. Je pense qu'il peut vraiment créer des programmes efficaces, rapides. Mais c'est vrai que quand par exemple il entrerait peut-être dans la même zone de catégorie que Rust ou Go. Et bon, c'est vrai que j'ai plutôt plus de préférence pour les deux autres. Je trouve quand même que c'était quand même une bonne chose de fait. Donc je vais plutôt le mettre ici dans la catégorie B. Donc ne m'en voulez pas trop. Après nous avons PHP. Donc PHP c'est un langage qui est assez détesté par les personnes. On m'a dit que la dernière version de PHP était bien meilleure. Maintenant ça reste à voir et reste à confirmer. Donc pour l'instant au niveau de cela je dirais que PHP je les mettrai ici. Après nous avons OCaml. Donc OCaml, j'ai entendu pas mal de bonnes publicités dessus. Bon après c'est surtout je pense les influences que j'ai eues comme par exemple avec VaporImagen qui en parlait. C'est de la programmation fonctionnelle mais de façon plus impérative. Je pense qu'il y a des choses très intéressantes qui peuvent être utilisées au niveau de OCaml, surtout que son type ou son système de type peut être très facilement inféré. Donc c'est un peu comme Haskell. On va voir justement où est-ce que ça peut nous mener. Mais donc ici pour l'instant je vais juste le mettre là. Après nous avons Objective-C. Donc je me suis senti obligé de le mettre parce que il faut aussi savoir qu'avant Swift nous avions Objective-C. Donc j'ai entendu que de la mauvaise publicité dessus. Il semble vieux, plus utilisable. Et après nous avons Nushell. Ouais, Nushell, franchement, c'est le shell que j'utilise maintenant actuellement. Hein. Donc si vous regardez ici, en fait, ce que j'ai là, c'est Nushell. Et ici, l'avantage que propose Nushell, c'est simplement qu'il nous fait apparaître les informations sous la forme de data frame. Ou sous la forme de données, donc on peut faire des pipings. On peut aussi avoir de la programmation fonctionnelle, donc on peut créer des sortes de closures qui peuvent être utilisées pour écrire des programmes, écrire des scripts aussi, ça devient vraiment propre. Ça peut quand même être un peu embêtant parce que nous n'avons pas forcément de système de type réellement solide dedans. Pour être intéressant d'ajouter comme par exemple un système de type dans ce langage, mais voilà, ici je le mettrai vraiment en haut ici dans la catégorie A. Donc pour les personnes qui ne savent pas, donc c'est quand même de gauche à droite, donc les éléments à gauche sont quand même meilleurs que les éléments à droite. Ensuite, Nim. Alors Nim aussi, encore une fois, ça a été une très bonne surprise. J'ai pu travailler avec ce langage durant une période de cette année 2023, donc j'ai eu une expérience avec et franchement oui, il tient ses promesses. J'ai beaucoup apprécié aussi certains de ses concepts que j'avais pas vraiment bien connus mais qui comme par exemple il existe aussi en Rust, comme par exemple l'Uniform Function Call que j'ai trouvé vraiment magnifique, je dois vous avouer. Et le fait qu'il puisse transpiler aussi, c'est vraiment un avantage, mais par contre il a un gros moins que je dois avouer et que je dois quand même vous dire, c'est aussi au niveau de sa documentation. Donc je pense un jour, j'investirai aussi du temps pour pouvoir essayer d'améliorer finalement le contenu qu'il y a tout autour de Nim, parce que c'est vraiment un langage puissant qui mérite aussi d'avoir plus d'informations sur la façon dont il doit être utilisé. Au niveau de la syntaxe, ça ressemble à du Python, il y a la notion de type, il y a des notions aussi vraiment modernes.
que j'apprécie beaucoup. Donc ce langage mérite vraiment d'aller très loin. C'est pour ça qu'au niveau de sa catégorisation, je le mettrai au niveau A. Après, nous avons Mojo, donc Mojo qui est aussi une de ces nouveautés qui est sortie cette année et qui vraiment m'a aussi assez bien plu. Donc c'est du Python, ou plutôt un superset de Python. En tant que tel, Mojo permet d'avoir plus de contrôle sur notre mémoire ou sur notre système pour en fait le développement d'intelligence artificielle. Donc ça a été vraiment leur slogan. Donc ça vient de Modular, mais voilà, donc Mojo est vraiment fait pour le machine learning et pour l'IA, etc. Donc c'est vrai que Python, lui, n'était pas forcément fait pour ça, par défaut, mais ce qui est vraiment pratique, justement, Modular, ou bon, Mojo de Modular, c'est qu'il va permettre aux développeurs qui font justement, ou qui travaillent dans les data science, de pouvoir exploiter vraiment des systèmes beaucoup plus performants, et donc pas forcément utiliser de package ou de modules tierces. Ça peut être intégrable dans Modular, donc ce qu'on peut utiliser dans Python, ça peut être utilisable dans Modular ou dans Mojo, je veux dire, parce qu'ils ont fait en sorte à ce que la communauté Python puisse s'adapter. Donc si vous savez faire du Python, donc apprendre Mojo, ça va être très rapide. Je pense que la plupart des développeurs devraient aussi chercher à faire ça pour pouvoir en fait développer des langages qui vont vraiment dans le sens public visé. Que si on veut développer un langage pour remplacer comme par exemple le Python, c'est mieux de prendre une syntaxe qui est vraiment très proche de Python. Il y a des types qui peuvent être utilisés, il y a d'autres fonctionnalités qui sont été mises comme par exemple à la place des classes, nous avons les structures. Ça fonctionne pareil. Mais cette fois-ci, ce sont des structures pour que ce soit plus rapide et plus optimisé. Peut-être une fois, on en parlera. D'ailleurs, un exemple que je peux vous montrer, comme par exemple de choses qui n'ont pas vraiment marché, le Go a été fait normalement plutôt pour les utilisateurs de C++. Donc, c'est pour ça qu'il fait partie de ces langages qui sont extrêmement performants. Donc, il a un garbage collector, mais reste vraiment avec des bonnes performances. Mais justement, sa syntaxe différait vraiment de C++, permettait un peu moins de granularité, et c'est ce qui fait que il n'a pas été réellement adopté par la communauté de C++, mais les C++iens étaient leur cible principale. Mais Go a maintenant plu, comme par exemple à des utilisateurs de Python, vu la simplicité de ce langage, mais il a aussi des fonctionnalités que j'ai trouvées assez bien. Donc voilà, Mojo est un super langage, je trouve. Donc c'est pour ça que je le poserai ici. Allez jeter un œil, parce que si vous voulez aller travailler dans l'IA, je pense que ça va faire partie des éléments qui vont constituer l'avenir. Mais c'est vrai que pour moi, qui prend la direction autre que Python, donc Mojo ne m'intéresserait pas vraiment. Donc c'est super performant, super novateur et orienté vraiment sur un domaine assez spécifique qui est l'IA. Après, nous avons Julia, donc, qui fait partie de ces langages que j'apprécie pas mal. Donc j'ai pu étudier un petit peu plus Julia cette année, mais sans être allé trop en profondeur. Donc ouais, son Just-in-Time Compiler, il est bien. Les idées de construction qu'il a, elles sont bien aussi. Donc pour moi, ça m'inspire, parce que je suis en train d'essayer de créer un langage pour les utilisateurs de R qui pourrait les permettre de pouvoir mieux développer des packages. Pour l'instant, je suis plutôt en train de me concentrer sur une autre partie un peu plus importante, qui est plutôt sur le typage ou les règles de typage sur les multiple dimensional arrays. Donc c'est vraiment pour travailler avec des tenseurs de façon plus propre et plus sécurisée. Donc ici nous avons en fait tous ces éléments que je suis en train de regarder, et Julia vraiment a été une très bonne source et propose des idées vraiment intéressantes. Il y a des idées que j'aime moins, mais des idées aussi que j'ai vraiment beaucoup appréciées. Donc Julia vraiment est très puissant, et donc ça ferait partie, donc R et Julia donc ferait partie de ces langages qui pour moi remplaceraient Python, ou qui serait une très bonne alternative à Mojo. Après nous avons Java, donc Java qui fait partie de ces anciens et qui apporte vraiment pas mal de choses sur la table. Donc c'est vrai que malheureusement ça fait pas partie des langages que j'apprécierais. C'était mon premier langage, j'avais beaucoup apprécié. Aujourd'hui il est un peu plus problématique, parce que voilà, il est verbeux, et le fait qu'il soit verbeux aidait quand même dans la sécurité qu'il proposait, mais c'est vrai que maintenant, aujourd'hui, sa verbosité en fait seulement qu'un frein. Malheureusement, je ne pourrais pas vraiment donner un gros plus à Java, et malheureusement, je le mettrai simplement tout en haut de la catégorie D. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour moi, je ne verrais pas Java être utilisé
Bon, peut-être s'il y a quelques projets qui sortent, qui sont en Java, mais c'est plutôt là pour maintenir du legacy code, ou donc du code qui existe depuis un moment. Pour moi, il y a pas mal d'autres avis qui marchent mieux, comme par exemple Scala. Donc ils se trouvent ici, donc vous voyez la grosse différence qu'il y a. Après, nous avons Haskell, qui est un langage fonctionnel, hein, donc purement fonctionnel, et que j'ai beaucoup apprécié parce qu'il m'a énormément appris sur la programmation fonctionnelle. Donc c'est vrai qu'il faisait partie vraiment de mes préférés, progressivement je l'utilise de moins en moins et je le mets plus en arrière-garde de la catégorie A parce que c'est quand même un très bon langage. Donc j'ai vraiment pu m'amuser pas mal avec, mais c'est vrai que même en termes de usage, je suis plus avec des langages de programmation qui sont un peu plus multi-paradigmes. Donc oui, c'est un peu paradoxal, ce serait plutôt donc des langages qui sont vraiment spécifiques sur un domaine ou un peu plus orientés sur un domaine, mais qui restent aussi capables de pouvoir utiliser et accueillir plusieurs paradigmes. Alors Go aussi, donc c'est un langage vraiment qui a gagné de plus en plus de place dans mon appréciation du langage parce que vraiment il a des fonctionnalités qui sont très intéressantes. Bon après c'est vrai que Go paraît assez ennuyeux parce que on fait très vite le tour, je pense en 1 jour, 2 jours max, on a pu apprendre à peu près Go, et surtout si on vient de langages comme C ou C++, vous verrez aussi, ou Rust même, vous verrez aussi que vous avez aussi la possibilité de créer des pointeurs et tout, mais voilà, ça veut dire que il est assez nu comme langage, mais assez bien parce qu'il nous permet d'être extrêmement productif. Donc il a cherché la facilité de Python, et en ajoutant une bonne productivité, et en ajoutant aussi pas mal de fonctionnalités intéressantes. Bon, après, son erreur handling, je le trouve vraiment cassé, donc ce qui fait que ce ne sera pas forcément le langage que j'aimerais forcément utiliser, mais qui est quand même très puissant. C'est pour ça que Go, maintenant, je le mets dans la catégorie A, donc avec ses super idées. Après, nous avons F#, donc je trouve assez intéressant parce qu'il peut aller dans la catégorie où va aussi C#. Je dirais aussi, bon, il est fonctionnel, donc c'est un très bon point, mais ce n'est pas non plus le truc qui va forcément me faire dire que oui, c'est un très bon langage. Donc C#, je pense qu'il fait quand même partie de ces langages, comme par exemple, c'est un langage orienté objet qui s'est construit après Java et a rattrapé les erreurs de Java. Et bon, malgré les outils modernes qu'il donne, parce que je pense que c'est un petit peu une sorte de Java moderne, la plupart des gens qui voulaient travailler avec Java, j'ai l'impression que maintenant ils s'orientent un peu plus vers du C#. Ça reste quand même très orienté objet. La syntaxe, je ne suis pas forcément super fan, mais voilà, bon, j'en parlerai plutôt à son tour. Mais oui, F#, il est assez moderne, il donne une syntaxe vraiment concise, donc c'est pour ça que je le mettrai quand même dans la catégorie B après Swift. Voilà. Après, il y a aussi Helm, donc ça fait aussi partie de ceux qui nous permettent de construire des choses. Donc ça fait aussi partie de ces langages qui transpilent en du JavaScript. Donc il y a Helm, il y a TypeScript, il y a aussi Nim. Mais donc Helm a plutôt une approche fonctionnelle, donc ce que j'ai trouvé vraiment propre, pratique. Malheureusement, j'ai pas pu tester jusqu'à maintenant Helm. Peut-être qu'un jour l'occasion pourra venir. Mais du coup, rien que pour l'idée, je le placerai juste ici. Dart. Alors parlons de Dart. Donc j'ai pu essayer Dart, j'ai trouvé quand même que certaines de ses fonctionnalités étaient pas mal modernes. J'ai apprécié donc travailler avec. Bon, malheureusement c'est orienté objet, il y a des choses que j'ai pas forcément bien appréciées dans la façon dont il est fait. Bon après il se présente quand même comme étant type safe, donc ce qui est assez rare pour la plupart des langages. J'ai pas pu vraiment le tester sur ce point, mais avec Flutter et le fait qu'il puisse être multiples plateformes, donc bon, les langages comme C, Rust, etc. donc sont multiplateformes par défaut. Habituellement, un langage se déclare multiplateforme parce qu'il est de haut niveau, donc pas trop compliqué encore à manipuler et notamment peut être envoyé dans plein d'autres services. Mais voilà, donc ça c'est quand même un point, à mon avis, que j'ai trouvé assez intéressant. Il est bien, donc je le passerai juste avant Haskell, ou peut-être juste après Haskell. Après, il y a C#, donc j'en avais parlé un petit peu quand j'en parlais avec F#. Mais voilà, donc C#, je pense que c'est un petit peu une sorte de nouvelle itération de C, parce que nous avons eu plusieurs itérations de C, hein, donc C++ pour ajouter l'orienté objet, Java aussi,
Il y a eu aussi Objective-C, il y a eu aussi C#. Je trouve que la meilleure itération, c'est Rust. Bon, bien qu'il ne fasse pas vraiment de l'orienté objet, mais je pense que c'est la meilleure itération de C que j'ai vue jusqu'à maintenant. Sauf le cas de Zik. D'ailleurs, je crois que j'ai pas mis Zik dedans. Donc, je vais essayer de le mettre tout à l'heure si je m'en souviens. Mais voilà. Donc, on va pouvoir faire ça. Bon, attendez, même d'ailleurs, je pourrais l'ajouter juste après. Tout d'abord, je vais juste mettre C# dans sa position. Donc, on va dire que c'est quand même assez bien. On va le mettre ici, vu que j'ai seulement eu l'occasion de l'utiliser pour la construction d'un jeu. Mais voilà, donc je ne peux pas vraiment dire plus que ça. Donc voilà, j'ai ajouté Zik juste ici. Je vais maintenant continuer avec Clojure. Donc ça aussi, c'était une bonne idée. Donc ça fait partie aussi de ces langages qui tournent dans la JVM. Donc comme Java, comme Scala. Il y a aussi Groovy. Bon ça, on n'en parle pas trop. Et après, nous avons aussi, comme par exemple Kotlin. Hein, donc celui que j'apprécie beaucoup. Donc je trouve que c'est pas mal ces itérations ou ces sorties qui vont dans la direction du fonctionnel. Donc pour les personnes qui ont déjà travaillé avec des langages comme Lisp ou Racket ou des langages comme Erlang dont est aussi inspiré Elixir, donc ils vont pas mal apprécier. Donc c'est plutôt vraiment des langages avec pas mal de parenthèses, etc. Mais voilà, c'est quelque chose qui tourne sur la JVM, vous allez peut-être pouvoir l'apprécier. Malheureusement, je vais le mettre ici. Hein. Donc pour les personnes qui vont me détester, vous pouvez me détester. J'accepte la complainte. Après, nous avons le C, donc vraiment un de ces langages qui fait tourner la plupart des systèmes, qui fait tourner finalement les logiciels d'aujourd'hui. Ici, celui-là, je vais juste le mettre ici, dans la catégorie A. Donc, il faut lui donner le respect qu'il mérite. Voilà, donc pour les personnes qui me connaissent, voilà, ils savent que Rust, c'est pour moi le meilleur des langages, parce que ce qui l'ajoute vraiment, c'est le fait d'avoir des concepts de haut niveau, hein, donc qui nous permettent de faire de la programmation fonctionnelle, parce que il n'implémente pas forcément tout ce qu'on attendrait dans un langage fonctionnel, mais il implémente vraiment une grosse part. La programmation orientée objet, donc c'est pas exactement ça, parce qu'il n'y a pas forcément de concept d'héritage, mais son système de traits est vraiment extrêmement puissant. Il a aussi l'Uniform Function Call, il a aussi le Zero Cost Abstraction, et il a aussi la capacité de pouvoir en fait développer vraiment dans du bas niveau. Donc sans avoir à utiliser de garbage collector, donc il va être extrêmement performant. Donc pour moi, il ajoute vraiment ces notions de sécurité, parce que il a la sécurité sur la mémoire avec les systèmes d'ownership et de borrowing, mais aussi il est safe en termes de système de type. Évidemment, il y a des choses qui sont pas très permissifs, alors qu'ils devraient être permissifs, mais donc il travaille beaucoup dessus sur le borrow checker. Donc et on verra seulement que des améliorations au niveau de Rust. Il est aussi backward compatible, etc. Donc vraiment, c'est un langage que je trouve vraiment parfait. Bon après, bien évidemment, le learning curve est vraiment long, donc c'est très difficile à apprendre, surtout si vous n'êtes pas vraiment habitué à certains concepts de langage. Donc Rust, vous ne voulez apprendre que si vous êtes prêt à apprendre et à comprendre finalement comment il fonctionne et comment fonctionne finalement une machine. Un peu comme le genre de C, mais vraiment de façon hard. Mais il est vraiment super bien fait. Après, nous avons MATLAB, donc que j'ai eu aussi à travailler dans mes études, mais voilà. Il a des concepts intéressants, il y a des trucs assez cool, mais il est payant. Il n'est pas forcément bien, donc il peut être utilisé peut-être dans une ou deux entreprises, mais voilà. C'est l'un des langages les plus détestés. Habituellement, je ne sais pas de suivre la hype, mais c'est vrai, il est assez mauvais pour moi. Ou en tout cas, les personnes qui veulent peut-être quelque chose de similaire avec MATLAB, vous avez Julia. Après, nous avons Lua, donc j'ai entendu qu'il était un assez bon langage. Il est aussi utilisé pas mal pour créer des scripts liés à des jeux vidéo. Je sais qu'il y a comme par exemple même des applications qui peuvent utiliser ça. Nous avons comme par exemple NeoVim qui utilise Lua. Nous avons aussi un autre logiciel sur Linux qui s'appelle Ardour qui permet de faire de la composition musicale qui utilise Lua. Donc c'est vraiment utilisable partout, vraiment intégrable partout. J'aime beaucoup l'idée. Malheureusement, il n'est pas typé. Bon, bien évidemment, heureusement, nous avons en fait, je vais le mettre juste ici. Nous avons en fait ce qu'on appelle, je crois, NeLua, qui est aussi la version de Lua, mais typée. Donc peut-être qu'une fois si je crée un logiciel en créant une API, donc j'utiliserai quelque chose comme Lua ou NeLua
pour pouvoir en fait avoir quelque chose d'intéressant. Après, nous avons aussi Kotlin. Donc Kotlin est vraiment un super langage. Franchement, j'ai apprécié pour sa simplicité, sa rigueur. Donc vraiment incroyable. C'est pour ça que je le mettrai dans cette position-là. Donc si ça fait partie, si c'est un langage que je dois apprendre, outre que Rust et qui utilise un garbage collector, ce serait Kotlin. Kotlin est vraiment incroyable pour moi. Il contient des fonctionnalités modernes, il a une meilleure intégration de la programmation fonctionnelle que Java, il est plus safe que Java et bien évidemment plus succinct que Java. Donc ça prouve qu'on peut vraiment faire du Java, bon, parce que ça tourne sur une JVM comme Java. Donc si vous prenez un code en Java et un code en Kotlin, ils vont tous les deux se transformer en bytecode qui va pouvoir être exécuté sur une JVM. Donc les deux, ça peut marcher. On peut avoir un développeur Java, un développeur Scala, un développeur Kotlin qui travaille sur le même projet et ceci peut totalement marcher. Donc c'est pour ça que en tant que tel, pour moi, je dirais aller plutôt du côté de Kotlin ou de Scala. Ce sont de très bons langages, vous devriez essayer, ils sont super. Après, nous avons C++, donc, qui fait aussi partie de la catégorie des assez bons langages. Bon, malheureusement, maintenant que j'utilise Rust, C++, je le mettrais plutôt dans la catégorie moyen. C'est vraiment ultra performant. Maintenant, il y a aussi pas mal de langages qui sont pas mal performants, donc comme par exemple Go, nous avons Rust aussi, Elixir aussi peut être très performant. Pour la quantité d'efforts à faire, ça peut être assez difficile de se lancer dans du C++. Donc pour les utilisateurs de C++, ça peut être assez difficile d'aller dans Rust parce que nous avons la safety, mais la plupart du temps, si on est assez expérimenté, on peut éviter certains problèmes de safety et parfois Rust peut nous bloquer sur des choses qui peuvent être safe techniquement. Et si on est du côté de Rust, on a la safety, et le côté de C++, c'est que on arrive dans une zone avec aussi des anciens trucs, des nouveaux trucs, des choses qu'on ne devrait pas essayer, donc c'est mieux de rester au niveau de Rust qui a aussi des bases un peu plus mathématiques dans sa conception. Après nous avons Bash qui fait partie des éléments qui sont obligatoires. Maintenant j'apprécie pas vraiment parce que le design de ce langage est vraiment cassé. Il est très bien, je vous recommande vraiment de pouvoir l'apprendre parce que c'est une vraie base avant de partir sur autre chose, mais voilà. C'est pas vraiment le truc que je trouve assez impressionnant. Donc je le mets ici dans la catégorie C. Peut-être je mettrai JavaScript quand même un peu plus devant. Python aussi, il est vraiment bien, donc il peut être utilisé un peu partout. Le souci, c'est que sa syntaxe est assez simple. On a maintenant les types int qui sont cool, vraiment, et qui nous permettent vraiment de pouvoir bosser un peu plus simplement. Mais vraiment, Python, comme JavaScript, font partie de ces langages un peu polyvalents. Donc voilà, ce que j'ai dit aussi, ça fait partie de ces langages que j'ai pas vraiment envie d'entrer dedans parce que parfois c'est juste une zone de confort. Parce que je crois que Python, après Rust, bon, bien que Python, je crois, c'est le deuxième langage que j'ai appris. C'est le langage que j'utilise le plus, pour lequel j'ai pas mal de maîtrise. J'ai vu quand même pas mal de choses intéressantes qu'on peut faire avec Python, mais ce n'est pas forcément le langage pour moi. Donc il est littéralement à l'opposé de ce que je cherche au niveau d'un langage. Bon, pas forcément littéralement à l'opposé, mais ouais, voilà, il ne propose pas vraiment les choses que j'apprécie. Donc Python peut être assez lent. Ils ont essayé de le rendre plus rapide, et ça c'est cool. Mais il reste quand même particulièrement lent dans son usage. Sa syntaxe, elle est plus orientée procédurale. Il y a maintenant de la programmation fonctionnelle qui peut être faite avec Python, mais elle est un peu sur des béquilles. Python, je le trouve mieux lorsqu'il fait de la programmation orientée objet. Et il a aussi quand même ses notions d'héritage. Bon, il n'y a pas de notion d'interfaçage, ce qui permet très difficilement de faire de la composition et tout. Mais donc voilà, il a sa façon d'être écrit. Et cette façon-là, justement, n'est pas forcément la meilleure. Vraiment, il a pu nous permettre d'avancer pas mal. Comme par exemple, dans l'intelligence artificielle, il propose vraiment des packages vraiment intéressants. Bon, qui ne sont pas écrits en Python, mais qui sont efficaces quand même dans les choses qu'ils font. Après, nous avons Ruby. Bon, Ruby fait aussi partie de ces langages qui meurent. Et qui, pour moi, en fait, vraiment, n'ont pas vraiment d'intérêt. Au tout début, je pensais... Il y avait encore, je pense, quelques mois, je pensais qu'un jour je me mettrais à Ruby, mais pour moi, ça fait partie aussi de ces langages où je pense pas que j'irai plus en avant dedans. Donc, je tourne le dos à Ruby et je pense que ça va être pour le reste de ma vie. Ou peut-être que l'occasion va pouvoir revenir, peut-être que Ruby va de nouveau renaître, ou il va y avoir un nouveau langage qui va reprendre les idéaux de Ruby et améliorer. Donc, ça, on ne sait pas encore. Et après, nous avons aussi Zig. Donc Zig est un langage que j'ai pas mal apprécié, donc au niveau de son confort, de sa simplicité, et je vais peut-être le mettre après Go justement. Plus bas niveau que C, donc il a un peu moins de ce qu'on pourrait appeler des boilerplates, parce que C fait quand même
pas mal de choses en arrière-plan et reste quand même avec un peu plus de sécurité au niveau du type. Il ajoute quand même des fonctionnalités assez modernes. Je ne l'ai jamais essayé, donc peut-être que ce sera l'occasion de pouvoir le faire dans une vidéo de l'ignorant aussi. Donc comme vous voyez, dans cette liste-là, il y a quand même plein de langages qui pourraient être encore utilisés dans la vidéo de l'ignorant. Ça, c'est ce qu'on peut dire de cette tier list. Je pense que si je dois comparer à l'année dernière, je pense que le top n'a pas vraiment changé. Je pense que c'est plutôt un peu plus bas qu'il y a eu des changements ou des modifications. Donc on va même peut-être pouvoir essayer de le voir et de le confirmer. Donc voilà le comparatif. Ici, image un peu plus petite, mais je crois que vous arrivez à voir. Donc ici, comme vous pouvez le voir, il y a quand même plus de langages. J'en ai ajouté certains pour qu'on puisse avoir une catégorie D quand même bien remplie. Et d'autres justement parce que ça doit être placé ici. Donc ce que je peux voir, c'est que en effet mon orientation reste quand même plus dans le développement. Donc j'ai Rust, j'ai Kotlin ici. Nous avons aussi Scala qui a gagné plus de crédit ou plus de crédibilité donc dans ce que je peux faire. Donc je trouve ça vraiment intéressant. Après ici R, bien évidemment il est là. Julia, il a perdu on va dire quelques rangs derrière parce que voilà, c'est là où je travaille le plus, c'est R. Julia reste quand même super intéressant. Haskell, oui, Haskell a perdu quand même un peu de rang, donc il est arrivé plutôt ici, donc ça prouve que je l'utilise beaucoup moins. Malgré tout, on reste quand même dans le même type de catégorisation, donc on est assez bon. Maintenant, bien évidemment, c'est ma façon de voir les choses. Peut-être que pour vous, je me trompe littéralement. Vous pouvez me dire finalement quels sont vos langages préférés, qu'est-ce que vous avez apprécié, qu'est-ce que vous n'avez pas apprécié dans cette tier list. Et peut-être aussi si j'ai oublié des langages, donc n'hésitez pas. Peut-être que cette représentation peut être assez choquante, mais c'est finalement comme ça que je représente les choses en termes de langage. Donc voilà, en tout cas, merci d'avoir assisté à cette vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à pouvoir liker la vidéo, mettre un pouce bleu si vous avez apprécié, d'activer aussi la cloche de notification si vous avez aussi envie de pouvoir parler, communiquer avec nous, etc. Donnez aussi vos avis, vos idées. Donc nous avons aussi dans la communauté donc pas mal de sondages qu'on envoie. Vous pouvez aussi aller dans notre Discord, normalement il devrait être en bas. Et voilà, sinon passez une très bonne journée, que Dieu vous bénisse.